C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces puissantes explosions en chaîne dans un dépôt de munitions de l'armée au Tchad. Des explosions d'origine accidentelle qui ont provoqué un gigantesque incendie dans la nuit d'hier. Le bilan est d'au moins 9 morts. Il pourrait s'alourdir. Nous serons à N'Djamena dans ce journal. On poursuivra dans notre édition, notre série dans la région du Tigré en Éthiopie avec ce chiffre alarmant, celui du nombre de victimes de viols pendant la guerre. Il est estimé à plus de 120 000 par les hôpitaux locaux. Les victimes rejetées par leurs familles ont très peu accès aux soins et à la prise en charge psychologique. Reportage à suivre. L'investiture de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain réélu pour un second mandat sans majorité absolue pour son parti au Parlement, a été investie ce mercredi. Les détails dans ce journal. 2 heures durant, on pouvait entendre les détonations provoquées par les explosions en chaîne dans le dépôt de munitions de Gouji, quartier de la capitale tchadienne. Un gigantesque incendie s'est déclaré. Le nombre de victimes est très élevé. On parle d'au moins 9 morts, mais le bilan pourrait s'alourdir. La correspondance à N'Djamena de Ghislaine Alataroum. 9 morts et 49 blessés, c'est le bilan humain provisoire de l'explosion. Un bilan qui risque de s'alourdir car des blessés sont dans un état gravissime, a précisé le ministre de la Santé Abdelmadid Abderrahim. Dans la nuit de mardi à mercredi, un dépôt de munitions du camp de la Direction générale de réserve stratégique a pris feu, causant d'énormes dégâts matériels et humains. Les flammes étaient visibles dans toute la ville et les explosions étaient ressenties à des milliers de kilomètres. Dès les premières heures, le président de la République, Mahamadou Idriss Déby, a exprimé son regret sur son compte Facebook. Il s'est ensuite rendu sur les lieux de l'incendie, puis dans les hôpitaux au chevet des blessés. Le ministre de l'Aménagement du territoire a assuré que l'incendie est circonscrit et que la situation est sous contrôle. Pour l'instant, une équipe de déminage est sur les ruines pour porter secours aux riverains et sécuriser la scène de crime. Selon le ministre de la Sécurité publique, une enquête sera ouverte pour déterminer les causes de ce drame et situer les responsabilités, ont annoncé les autorités. Ce chiffre alarmant, au moins 600 pèlerins égyptiens sont morts pendant le Hajj, le grand pèlerinage des musulmans qui s'est tenu la semaine dernière à la Mecque en Arabie Saoudite. Tous les décès sont dus à la chaleur. Les températures avaient atteint les 51 degrés Celsius. La détresse des femmes violées dans la région du Tigré en Éthiopie, des victimes de mutilations génitales, de viols collectifs. Elles sont rejetées par leur famille et livrées à elles-mêmes. Un grand nombre d'entre elles ont contracté le VIH. Aujourd'hui, elles manquent cruellement de soins et la prise en charge psychologique est quasi inexistante. Reportage signé Clotilde Hazard. Cette survivante est venue chercher de l'aide auprès de l'association Iouiet et se couvre pour ne pas être reconnue. Il y a 3 ans, pendant la guerre, 7 soldats érythréens entrent chez elle et tuent son mari sous ses yeux avant de la violer. Ils ont introduit du métal dans mon utérus et ça s'est infecté. Des médecins me l'ont enlevé, mais je continue encore de saigner. Et psychologiquement, ça ne va pas. Je n'ai plus rien pour vivre. C'est pour ça que je suis venue ici. Messeret a reçu près de 5000 récits de victimes. Elle serait plus de 120 000, mais le tabou qui entoure le viol empêche de toutes les comptabiliser. Le plus gros problème, c'est qu'elles n'osent pas sortir pour aller chercher leur traitement et pour avoir de l'aide. Elles ont peur qu'on les repère et si ça se sait, elles seront maltraitées par les gens. Selon l'association, 15% d'entre elles ont été infectées par le VIH et ont besoin d'un accompagnement spécial. Le seul centre public régional spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles manque de moyens. Elles n'ont aucun soutien matériel. Elles saignent car elles prennent leurs médicaments l'estomac vide. Les médicaments dont nous avons besoin se trouvent dans les cliniques privées, mais pas dans ce centre. La demande est bien plus élevée que ce que nous avons.
Plus de 50 femmes arrivent tous les jours ici, parfois après une longue route. Le transport n'étant pas pris en charge, le centre reste inaccessible pour la majorité des victimes tigréennes. L'opposante rwandaise Diane Rwigara ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. La commission électorale a rejeté son dossier, incomplet selon elle. Sa candidature avait déjà été rejetée une première fois lors du dernier scrutin en 2017. L'opposante avait ensuite été emprisonnée par les autorités pour contrefaçon et atteinte à la sûreté de l'État avant d'être finalement acquittée en 2018. Elle affirme aujourd'hui que les autorités la privent de son droit de faire campagne. Écoutez. Après avoir entendu que je ne suis pas sur la liste des candidats, j'ai été très déçue, j'ai été triste, j'étais un peu en colère parce que j'avais tellement fourni de l'effort, j'avais mis tant de temps, des ressources pour pouvoir remplir toutes les conditions. Donc d'entendre que je ne suis pas sur la liste encore une fois comme en 2017, c'était très décevant. Comme en 2017, ils avaient dit que je ne remplissais pas les conditions, malgré le fait que j'avais fourni tout ce qu'ils demandaient. Et encore une fois, cette année, 7 ans après, je me vois encore nier le droit de faire campagne pour des raisons injustes. J'espérais que cette année, les choses seraient différentes, qu'il y aurait plus de candidats, mais comme en 2017, cette année, c'est les mêmes candidats. Les mêmes 3 candidats. Donc je suis déçue. J'espérais que finalement, l'État donnerait le droit à plus de personnes de présenter leurs idées. Il laisserait les Rwandais faire leur propre choix. Mais encore une fois, ils ont décidé de se limiter seulement à 3 personnes, aux mêmes 3 personnes. Vu qu'on m'a empêché de participer à l'élection présidentielle, je vais continuer à faire de la politique, ce qui n'est pas du tout facile. Ici au Rwanda, c'est très difficile, voire impossible, mais j'espère qu'avec le temps, il y aura un changement et on pourra finalement avoir un espace politique où on peut exprimer nos idées. C'est pas facile de dire ce qui ne va pas dans le pays. Quand on ose s'exprimer, il y a des représailles économiques parfois, des représailles physiques parfois, des représailles sociales, mais c'est les risques du métier. Et donc, on fait avec, on vit avec parce qu'on n'a pas le choix. Je n'ai pas le droit de me déplacer, je n'ai pas de passeport, je ne peux pas quitter le pays. Et ça, c'est l'une des conséquences de m'être exprimée, d'avoir critiqué le gouvernement. Il y a toujours des conséquences négatives et voilà, c'est la vie au Rwanda. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais sans majorité absolue pour son parti au Parlement, a été investi ce mercredi lors d'une cérémonie dans la capitale Pretoria. Florent Rodeau. Des drapeaux sud-africains dans le ciel de Pretoria. En ce 19 juin, Cyril Ramaphosa entame son second quinquennat à la tête de l'Afrique du Sud. Cette investiture, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du continent y assistent. Après avoir juré fidélité à la Constitution, il s'adresse à son peuple. La formation d'un gouvernement d'union nationale est un moment d'une grande portée. C'est le début d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère, contrainte et forcée. À 71 ans, Cyril Ramaphosa le sait, ce second mandat s'annonce bien moins confortable que le premier. En cause, le revers historique enregistré par son parti aux dernières élections législatives. Avec 40% des voix, l'ANC a perdu pour la première fois depuis 30 ans et la fin de l'apartheid dans le pays, la majorité absolue au Parlement. Il devra donc s'allier. La semaine dernière,
Un accord inédit a été conclu avec la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique, les deux partis travaillant désormais à un gouvernement de coalition inclusif. Pas question en revanche de s'associer à Jacob Zuma. Ancien patron de l'ANC, il est aujourd'hui le principal opposant de Cyril Ramaphosa. Vendredi dernier, l'ex-président a boycotté la première séance parlementaire durant laquelle son successeur a été réélu. La raison, les dernières élections législatives ont été selon lui truquées. Il assure que son nouveau parti, le MK, continuerait de contester les résultats en justice. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France ce mercredi. Il doit participer ce jeudi au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Un déjeuner est prévu avec le président français Emmanuel Macron. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes. À Dakar, cette visite fait réagir. Eliman Dao, notre correspondant, nous en dit plus. Il s'agit du premier déplacement hors du continent africain du président Bassirou Diomaye Faye depuis son installation à la tête du pouvoir le 3 avril dernier. Le président Bassirou Diomaye Faye a déjà effectué des visites dans les pays voisins du Sénégal comme la Mauritanie, le Mali ou encore la Guinée. Effectué également des visites au Nigeria, au Ghana ou encore à Côte d'Ivoire. À Paris, il prendra part au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale avant de rencontrer le président Emmanuel Macron au cours d'un déjeuner. Je vous propose d'écouter les réactions à Dakar. Pour entre les réactions de France et Sénégal, personne ne condamne ça, mais ce que nous voulons, moi, respect. Respect d'abord. Il doit normalement apporter quelque chose de bien pour les Sénégalais. Les partis pour les Sénégalais. Les Sénégalais ont confiance sur notre président. On a vraiment besoin d'avoir notre autonomie, notre indépendance totale vis-à-vis de la France, mais nous pouvons quand même continuer d'entreprendre des relations saines, gagnant-gagnant entre les deux parties. On ne sait pas encore quels seront les sujets qui seront à l'ordre du jour lors de cette rencontre Diomaye-Macron, mais le ton a, semble-t-il, déjà été donné par le Premier ministre Ousmane Sonko, également chef du parti au pouvoir, le parti PASTEF, les Patriotes, en animant une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines, Ousmane Sonko avait prôné pour une nouvelle relation entre la France et le Sénégal basée sur le respect mutuel et l'échange équitable. Direction Djerba, en Tunisie, coup de projecteur sur une minorité religieuse musulmane, les Ibadites. Ils avaient fui la péninsule arabique après la mort de Mahomet en désaccord sur sa succession. Aujourd'hui, des fidèles s'efforcent de préserver les manuscrits anciens grâce à l'intelligence artificielle. Clémence Valère. Saïd Al-Barouni s'est lancé dans une course contre la montre. Ce bibliothécaire de 74 ans s'est donné pour mission de préserver le patrimoine méconnu de sa communauté. Entouré de centaines d'anciens textes de l'islam ibadite, il utilise la technologie pour préserver tous les manuscrits qu'il peut trouver. Les documents sont d'abord numérisés, puis traduits et simplifiés par un logiciel d'intelligence artificielle pour aider les gens à comprendre ces textes anciens. 1200 pages de manuscrits ont été numérisées. Nous avons formé environ 5 équipes pour corriger les erreurs, car ce logiciel d'intelligence artificielle laisse une marge d'erreur de 1 à 10%. Sa famille s'occupe de cette bibliothèque depuis 6 générations. Saïd l'a reprise dans les années 60 et essaye depuis de rassembler les textes ibadis qui ont été dispersés au cours des siècles. Mon grand-père et mon père étaient passionnés par ce patrimoine. Ils ont conservé cette collection. Nous avons ensuite repris le flambeau et les avons mis à la disposition des chercheurs de toutes les universités. Aujourd'hui, la collection compte plus de 1600 textes et livres anciens sur des sujets allant de l'astrologie à la médecine, le plus vieux datant de 1357. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.